Suzy, je vous ai promis de répondre à toutes vos questions. Mais aujourd'hui, mon ami Luc va m'aider. Salut Luc. Luc. Salut Suzy. Suzy. La question du jour, quels endroits en France, outre Paris, valent la peine d'être visités? Donc écoutez et regardez. Suzy. C'est la carte de la France. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Oui, vous avez raison. Vous voyez les endroits les plus connus et les plus visités. Paris, avec ses attractions touristiques, le château de Chambord, le château de Chenonceau sur la Loire, la Côte d'Azur qui attire les touristes par ses plages et ses paysages pittoresques. Luc. Mais aujourd'hui, on va découvrir les endroits adorables que l'on devrait visiter, les endroits qui en valent la peine. Suzy. Le Mont Saint-Michel et l'abbaye du Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel est au milieu d'une baie de 500 km². Cette baie est célèbre pour ses grandes marées. En effet, les marées de cette baie sont les plus grandes marées d'Europe. La mer disparaît sur une dizaine de kilomètres, puis revient à la vitesse d'un cheval au galop. Luc. La cité médiévale de Carcassonne, en Occitanie. La cité médiévale de Carcassonne peut témoigner de plus de 2500 ans d'histoire. Au cœur de la cité de Carcassonne se trouve le château comtal et ses remparts, chef-d'œuvre d'architecture militaire gallo-romaine et médiévale, 3 kilomètres de remparts, 2 enceintes fortifiées des 4e et 13e siècles, 4 portes, 52 tours. C'est impressionnant. Suzy. Bayeux. Chaque année, de nombreux visiteurs du monde entier viennent à Bayeux pour admirer la tapisserie de Bayeux, ce chef-d'œuvre du Moyen Âge. Classée Mémoire du monde de l'UNESCO, la tapisserie relate sur près de 70 mètres la conquête de l'Angleterre par Guillaume, duc de Normandie et futur roi d'Angleterre. Lyon, fondée en 43 par les Romains, était la capitale de la Gaule. Un des trésors de Lyon est un ancien amphithéâtre, le Grand Théâtre, le plus ancien amphithéâtre de France. Il a été construit par Auguste en 15 avant Jésus-Christ. Son diamètre est de 27 mètres. Sa capacité était de 4700 spectateurs. Il a été agrandi sous Hadrien à 10 700 places en 120. Suzy. Et pour décrire toutes tes émotions quand tu vois ces beautés, tu peux te servir des adjectifs suivants. Luc. Suzy, as-tu déjà visité tous ces endroits? Suzy. Tu m'as demandé si j'avais visité tous ces endroits? Luc. Oui. Mais pourquoi est-ce que tu me le redemandes? Suzy. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du discours indirect. Le discours indirect est une adaptation morphosyntaxique des paroles prononcées ou écrites qui permet de prendre le point de vue du narrateur. Par exemple, tu m'as demandé: as-tu déjà visité tous ces endroits? Tes paroles, c'est le discours direct. Tu vois le guillemet et le point d'interrogation à la fin de la proposition. J'ai dit: tu m'as demandé si j'avais visité tous ces endroits. Cette phrase, c'est l'exemple du discours indirect. Il n'y a pas de guillemets et tu vois le point à la fin de la proposition. Si on transforme le discours direct en discours indirect, il y a beaucoup de changements. La construction de la phrase change, il n'y a plus de questions, l'ordre des mots est direct, le temps du verbe change et nous suivons les règles de la concordance des temps. Regarde l'exemple, la question de Luc est au passé composé. Dans ma phrase, le passé composé se transforme en plus que parfait. Suzy. Si on transforme la proposition narrative, on se sert d'un mot subordonnant, que, pour relier la proposition principale et la proposition subordonnée. Si on transforme la question, on se sert des mots si, qui, quand, combien et d'autres pour relier la proposition principale et la proposition subordonnée.
Si la question commence avec qu'est-ce qui, on introduit la subordonnée avec ce qui. Si la question commence avec qu'est-ce que ou que, on introduit la subordonnée avec ce que. C'est tout pour aujourd'hui. Nous attendons vos nouvelles questions. À bientôt.